Et bonjour! Bienvenue dans On n'est pas filmé, l'émission critique cinéma de Station B. Au programme de cette émission, on revient sur le dernier film de Guillermo del Toro, Frankenstein, un projet ambitieux porté par Netflix. Nous ferons dans le même temps une analyse d'un de ses films les plus marquants, La forme de l'eau, pour revenir sur la figure du monstre chez le réalisateur mexicain. Nous reviendrons aussi sur Le brutaliste à la française, L'inconnu de la Grande Arche, de Stéphane Demoustier. Et évidemment, nous aurons notre petite page d'actualité autour des événements et sorties cinéma à Caen et dans les alentours. Et je suis entouré pour cette émission de Romane. Comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très bien. Lou. Bonsoir. Lénie. Salut. Seb. Bonsoir. Le grand sage évidemment. Et nous avons Marion à la régie. Salut. Eh bien on est parti pour l'émission On n'est pas filmé. Ce soir j'ai préparé des bouquets de dinde. C'est très fin, ça se mange sans ça. Mais avant de critiquer les films d'actualité, nous allons revenir plutôt sur les événements autour de Caen et les sorties à retenir, Lénie, puisqu'il y en a quelques-unes. Absolument, déjà on commence le vendredi 14 novembre à 21h au Café des Images, avec une avant-première de L'amour qu'il nous reste. Alors, ça va être très compliqué là-dessus, attention, ça va être le moment gênant. d'Illinur Palmson, dans le cadre du coup du festival Les Boréales. Ensuite, on a le mardi 18 novembre à 20h, cette fois-ci à l'Amphidore, L'inconnu de la Grande Arche, du coup qu'on évoquera dans l'émission, qui sera suivi cette fois-ci du coup d'une discussion avec le réalisateur Stéphane Demoustier. Donc l'occasion évidemment de débattre autour du film, de l'interroger. C'est toujours un événement mine de rien assez intéressant d'avoir des réalisateurs et de pouvoir échanger autour de leur vision. Ensuite, le jeudi 20 novembre à 20h30 au Café des Images, une avant-première de Tout va bien, suivie du coup d'une discussion, encore une fois cette fois-ci avec le réalisateur Thomas Elie. Et le mardi 25 novembre à 20h15 au Cinéma Luxe, le Ciné-Club Réa propose de découvrir et d'échanger autour du film L'Angoisse et le Duc de Éric Rohmer. Oui. C'est l'anglaise et le duc. C'est l'anglaise et le duc. L'anglaise et le duc. Et ça sera un ciné-club un peu particulier puisqu'il y aura un invité qui sera Laurent Scherer, qui est le fils d'Éric Rohmer, l'un de ses fils, et qui viendra parler effectivement avec Jules de ce film qui est l'avant-dernier pour être exact, film d'Éric Rohmer, qui est un film en plus un peu particulier, son premier film en numérique, c'est un film très pictural, donc il y aura effectivement sans doute plein d'infos sur le film si vous avez envie de venir. Évidemment. Eh bien écoutez, des dates à noter pour donc cette deuxième quinzaine de novembre. Avant de critiquer les films, on vous propose sur Station B une petite page musicale autour de Frankenstein évidemment. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et c'était Feed My Frankenstein d'Alice Cooper. Pour ceux qui ont reconnu, évidemment, c'est une référence. Ce n'est pas dans le film, hein, on tient à l'indiquer. Là, on va plutôt faire une critique d'un film français, L'inconnu de la Grande Arche, qui avait eu un certain regard à Cannes. Donc, c'est de Stéphane Demoustier, donc, qui avait déjà fait La fille au bracelet en 2020 et récemment en 2023, Borgo, qui revient donc avec ce long métrage, puisqu'il est assez prolifique tout de même, donc, qui est sorti le 5 novembre. Donc, ce long métrage est adapté du livre fictionnel La Grande Arche, mais qui est de Laurence Cosset, qui est donc enquêtrice aussi un petit peu sur la figure de l'architecte, donc de cette Grande Arche, de ce cube qui nous raconte l'histoire donc de cet architecte danois, Johan Otto von Spreckelsen, inconnu du grand public, mais qui remporte un concours international d'architecture lancé par François Mitterrand, et dès lors il se trouve en France chargé d'un projet titanesque qui va le devoir défendre malgré les tensions ainsi que les jeux politiques et économiques autour de lui. Évidemment, un ego donc artistique auprès de l'architecte qui va devoir être un peu face à la bureaucratique française. Un film qu'on a vu avec Lénie et Seb, qu'on peut déjà comparer un petit peu, même si en plus il y a des comparaisons littérales qu'on peut faire, à Brutaliste, et qu'on a plutôt apprécié d'ailleurs, hein, bizarrement. C'est vrai que la comparaison il vient forcément parce que Brutaliste reste quand même frais dans les mémoires, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup c'est vrai que forcément le côté confrontation, le côté architecture va y rappeler. Mais ironiquement, pour moi, c'est presque la face opposée de The Brutalist, ne serait-ce que tout simplement par l'origine du projet architectural, dans le sens où The Brutalist, c'est littéralement une commande privée, alors que là, du coup, on est sur une face littéralement publique, on est sur une commande d'État. Du coup, forcément, on va avoir des enjeux qui vont se lier, qui vont être forcément assez différents, notamment, du coup, dans l'inconnu, ici, on va avoir tout un problème avec une situation politique, avec des changements qui avec vont François évoluer. Mitterrand, justement, joué par Michel Faux. Qui est pour moi d'ailleurs justement
un très bon choix parce que du coup, on n'a pas forcément le côté ressemblance de Mitterrand. Et pour moi, le film, il projette une espèce d'intention de... C'est pas là où il veut forcément aller, c'est pas dans le côté reconstitution, reproduction, le côté mimétisme qui peut parfois y avoir énormément dans certains biopics. Personnellement, on a tendance juste à trouver ça un peu facile, un peu fragile même. Là, on est plus sur une espèce de figure assez étrange, notamment avec cet architecte danois qui arrive là un peu au milieu de nulle part, qui va être du coup confronté à énormément de choses, à énormément de gens, à un projet mine de rien qu'il veut titanesque, alors que le film le dit lui-même, ce personnage-là n'a rien construit avant. C'est-à-dire que c'est un professeur à base surtout d'architecture, il a fait littéralement sa maison et 4 églises. Oui. Donc se retrouver projeté tout aussi bien sur le devant de la scène, mais avec autant de demandes, autant de commandes, il y a presque cette réalité de la construction, de la création qu'il va devoir subir. Et du coup, pour moi, le film essaye de nous projeter, mine de rien, cette idée que la création presque est une forme de corruption en elle-même. Et c'est un film que tu as plutôt apprécié justement par ses ambitions justement. C'est une appréciation que je trouve personnellement assez élevée parce que pour moi le film marche, il y a pas mal d'effets de mise en scène, il y a pas mal de jeux et les comédiens sont assez bons et c'est rarement un truc que je soulève d'habitude, mais du coup là c'est que ça m'a marqué. Cependant, faut quand même pour moi y mettre une grande limite. Le film va vous raconter une histoire. Et j'ai presque envie de dire, ça va pas forcément, en tout cas de mon point de vue, aller beaucoup plus loin. Le film n'aura pas forcément d'avis sur cette situation ou sur l'histoire qu'il va vous présenter. Une histoire que tu as plutôt appréciée, Seb, autour des manipulations économiques et politiques, comme on l'a précisé auparavant sur l'architecte. Ouais, parce que je pense que l'une des forces du film, c'est justement de pas être dans une espèce d'opposition frontale, en fait, d'un côté l'artiste, de l'autre côté le pragmatisme ou l'administratif ou le politique, peu importe comment on l'appelle, mais en fait, c'est effectivement un architecte qui se retrouve presque par accident projeté sur ce projet-là, qui finalement va y trouver aussi une espèce de voie à une certaine forme, pas d'extrémisme, mais en tout cas de radicalité, de créativité, et cette radicalité qui devient finalement presque de plus en plus forte au fur et à mesure du film, évidemment, elle va se renforcer, j'ai envie de dire, face aux oppositions, qu'elles soient politiques, administratives, l'opposition de la légitimité, effectivement, par rapport à des architectes plus établis, plus français aussi. Et puis qui va se jouer justement via directement Swan Arlo, l'architecte qui est un peu plus pragmatique, entre guillemets. Oui, c'est ça, il y a une opposition, mais il n'y a pas... il n'y a pas forcément on va dire le bon et le mauvais côté. Non. Le projet est même présenté un petit peu comme une espèce de délire, on pourrait dire, de François Mitterrand, une espèce de coup de cœur, de choix, effectivement, puisque c'est presque de choix du prince. Parce que oui, c'est ça, c'est présenté comme justement le monument hommage au bicentenaire donc de la Révolution française, alors qu'en réalité, on le voit déjà, le monument n'a presque pas d'ambition de représenter justement cette Révolution française. Elle a plus une ambition de vouloir être un socle, encore une fois, puisqu'en plus, c'est ce qu'on voit, la pyramide du Louvre est faite quasiment en même temps à côté. Oui, ça fait partie des grands projets architecturaux de François Mitterrand, la bibliothèque Georges Pompidou, etc., la pyramide du Louvre. Il y a une succession de grands projets, en fait, à l'époque, par François Mitterrand. Effectivement, mais l'inscription effectivement, dans la ville, elle est plutôt, effectivement, l'idée de cette ligne de perspective avec l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, etc. C'est un des enjeux véritablement architecturaux du projet. Et effectivement, il veut en faire quelque chose, cet architecte, et il se retrouve effectivement, sa radicalité, on va dire, elle se retrouve effectivement bloquée par le fonctionnement à la française, mais aussi par des questions économiques, par des questions d'ordre pratique. Effectivement, comment faire tenir littéralement son projet debout. Et là-dessus, effectivement, le film, il est ce qui le rend peut-être parfois un petit peu difficile, c'est que le personnage principal, joué par Claes Bang, il est pas très sympathique, en fait. Il a une espèce de raideur un petit peu. Plus le film avance, plus il se braque dans cette espèce artistiquement, en disant mon cube. Voilà. Et effectivement, mais je trouve que là où le film est plutôt malin, plutôt juste, c'est effectivement en
décrivant une espèce d'ensemble de personnages qui chacun ont leur point de vue, qui chacun ont leur fonctionnement, leurs forces, leurs faiblesses, leur point de vue, j'aurais envie de dire, sur cette œuvre, et plus qu'une espèce de manichéisme créatif. Et c'est pour ça qu'on le compare à The Brutalist, dans le sens où on a l'artiste face donc aux manipulations, comme on l'a dit, donc de politique, d'architecte aussi, clairement, ça c'est précisé, donc Lenny, puisqu'on l'avait vu, on en a fait même une critique dans cette émission, et il y a même carrément une scène qui peut se faire en parallèle, puisque pareil il va en Italie à la Pietà, et donc aller chercher le marbre comme dans Brutalist, et vraiment là on a un flash, parce qu'en plus il y a vraiment ce même effet de vouloir écouter vraiment le marbre, se dire il y a une sensualité, etc., exactement comme The Brutalist, ce qui est assez curieux, mais bizarrement, bon, même si malheureusement je pense que le film est sorti après, donc du coup la comparaison était inévitable, le film réussit quand même à se dégager un petit peu quand même de cela. Oui, et puis on retrouve même d'autres points de liaison, c'est-à-dire que les deux personnages, que ce soit celui de Brutalist ou de la Grande Arche, auront forcément des difficultés, j'ai envie de dire, dans une situation personnelle. C'est-à-dire que ici, on a même le côté de l'architecte va littéralement avoir sa femme qui va l'aider, j'ai envie de dire, de A à Z. Elle est là pour les contrats, elle est là pour lui dire par contre, tu vas pas te faire avoir, tu vas demander énormément de pognon. S'il y a un problème, elle peut suivre une réunion parce que lui, il est parti dans un délire ailleurs, quoi que ce soit. Et du coup, on voit cette relation qui, petit à petit, est en train de se détruire, se déchirer, au fur et à mesure que, j'ai envie de dire, la création avance, mais lui n'arrive presque pas à faire valoir ses idées, ses envies. Et c'est vrai que le film est assez âpre, notamment justement ce personnage-là qui, j'ai envie de dire, a ses idées, a ses envies, et même va nous le dire, j'ai presque envie de dire face caméra, que ce cube c'est lui, c'est son intention, c'est son œuvre d'art ultime. Sauf que le problème c'est qu'en fait j'ai presque la sensation assez régulièrement parfois avec le film, c'est que il nous le dit, je ne le ressens pas ou je ne l'ai pas forcément vécu, vu qu'au final la narration se présente comme directement au moment où il a déjà envoyé, mine de rien, la maquette, les différents plans. On l'a jamais vu créer cette œuvre-là. Oui, il n'y a pas de relation avec son bâtiment. Enfin, il y en a quelques-unes quand même, des relations, on le voit, mais c'est assez vague et c'est assez éloigné. C'est ça, et que ce soit... Alors, on aurait pu supposer qu'il y a un côté barrière de la langue, mais le personnage, mine de rien, réussit, j'ai l'impression, à chaque fois, que ce soit à parler français ou à jouer avec le côté langue anglaise avec ses interlocuteurs. Il y a d'ailleurs un jeu là-dessus, par rapport à un jeu de pouvoir sur les langues qu'il va utiliser. Voilà, et au final, c'est un peu toujours cette appréciation de... On sait pas forcément... Enfin, j'avais parfois du mal à me figurer l'image qu'il en avait de cette construction. C'est-à-dire que dans une réunion, j'ai presque envie de dire out of nowhere, il va nous balancer. Au fait, les fenêtres, il faut qu'elles s'ouvrent. Je ne sais pas, je n'ai pas vu les plans, je ne sais pas à quel point ça peut être compliqué, si c'est quelque chose qu'il a pensé depuis le début ou si c'est juste quelque chose qui balance juste pour faire chier. Ouais. Et c'est un peu triste parce qu'au final, le personnage et l'acteur nous le fait comprendre, parce que l'acteur est très très bon pour nous le faire transmettre, mais le film, pour moi, a parfois un peu tendance à délaisser cette partie-là, alors qu'on nous crie justement que c'est important pour lui, c'est une nécessité, et qu'à chaque fois que quelqu'un choisit et prend une décision opposée à son point de vue, c'est une déchirure pour lui. Et oui, c'est ça, c'est que aussi pour l'architecte, comme on le voit au fil du film, de toute façon, et ce qu'en est une tragédie d'ailleurs, puisque s'il s'appelle L'inconnu de la Grande Arche, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, c'est adapté, comme on l'a dit, du roman de Laurence Cosset, donc qui a fait une œuvre fictionnelle qui a été adaptée donc par Stéphane Desmoustiers, puisqu'il a écrit aussi le scénario de ce film. Mais c'est très documenté tout de même, hein, donc Laurence Cosset avait vraiment essayé de faire une enquête en quelque sorte, mais de créer aussi des personnages fictionnels comme, encore une fois, comme c'est précisé au début du film, donc la femme du personnage principal, ce qui peut évidemment ramener à Brutalist sans spoiler, mais ça donne une certaine légitimisation en soi du film pour la reconnaissance de l'architecte qui est assez appréciable, j'imagine, Seb. Oh bah oui, moi je connaissais pas du tout l'histoire, donc oui, c'est toujours intéressant. Et effectivement, pour revenir sur ce que disait Lenny, je pense que c'est aussi d'une certaine manière le projet du film. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que l'image parfaite, il n'y a que cet architecte-là qui l'a dans la tête, en fait, et presque qu'elle se crée au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure du film. Et effectivement, on a presque l'impression que cette espèce de projet idéal, il ne peut être idéal que sur le papier, il ne peut être idéal que dans l'esprit de son architecte, et à partir du moment
où il y a une concrétisation pratique qui se place, c'est là que les problèmes commencent. Tout à fait. Un film qu'on a donc plutôt apprécié ici, qu'on vous propose évidemment de découvrir au Cinéma Luxe, puisque ça y est toujours, évidemment, c'est sorti récemment. Donc si vous voulez voir un brutaliste à la française. Et où est-ce qu'il est, ce con de Birchman ? Qu'est-ce qu'il fout ? Et c'était pas la fiancée de Frankenstein, mais plutôt Mon mari, c'est Frankenstein autrement. Et là, on l'adapte donc au cinéma, mais plutôt directement donc sur Netflix par Guillermo del Toro, qui nous fait encore une fois une adaptation donc de contes et évidemment de contes horrifiques, puisqu'il avait déjà fait le cabinet des curiosités en série sur Netflix. Il continue sa collaboration avec Pinocchio en stop motion, et cette fois-ci, il nous propose donc son gros film, le gros film en plus de Netflix, puisqu'il a été présenté comme tel, Frankenstein, avec un casting 4 étoiles, on va dire, puisqu'il y a Jacob Elordi, Mia Goth, Christophe Waltz et Oscar Isaac. Une adaptation donc qui se rapproche davantage du roman, mais qui va aussi s'inspirer des films de James Whale, évidemment, et de la Hammer. Et un film qui, n'est pas véritablement le grand chef-d'œuvre attendu pour beaucoup, mais qui peut plaire, évidemment, parce que c'est du Guillermo del Toro, mais parce que c'est du Guillermo del Toro, il est peut-être assez décevant. Roman, je crois que justement par rapport à ce film, déjà premièrement, c'est visuellement, ça t'a pas totalement convaincu. Non, ouais, visuellement j'ai trouvé ça très très moche, il faut le dire. Il veut donner une espèce d'ambiance gothique mais avec une image très lisse, et je trouve que ça fonctionne pas du tout. Donc je trouve que c'est vraiment hideux, surtout les scènes en plein jour, notamment celle sur la banquise. Avec le bateau, je trouve que c'est vraiment très moche. J'ai pas du tout accroché au film, je trouve qu'il est très mal rythmé. C'est aussi long qu'en même temps il y a pas de choses dedans. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vide et en même temps c'est trop long. Donc on est en train en espèce d'ennui et de c'est pas assez. Voilà. Après, moi, j'ai pas trop de connaissances sur le mythe de Frankenstein. Les seuls films que j'ai vus, qui parlent du mythe, c'est le Rocky Horror Picture Show et Frankenweenie de Tim Burton. Donc vraiment, pour vous dire, je n'ai pas de connaissances du mythe. Bah, c'est déjà ça, quand même. Bah oui, bon, écoutez, voilà. Mais ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça... ça t'a laissé de côté. Ça m'a grave laissé de côté, et puis je trouve que c'est vraiment, c'est très bourrin, quoi. On nous fait bien comprendre qui est le méchant, qui est le gentil. C'est manichéen. Ouais. Surtout la scène finale avec du coup le frère et le docteur Frankenstein. Si je peux me permettre de le dire. C'est pas un spoil en soi si tu donnes pas le contenu. Non, bah, mais voilà, il regarde dans les yeux, il fait « C'est toi le monstre !» Bah, oui. C'est vraiment, on rentre les pieds dans le plat, quoi. Enfin, c'est pas fin du tout. Et du coup, ça m'a vachement déçu de Guillermo del Toro. Puisque c'est vrai que, pour préciser, en effet, là, Frankenstein, donc c'est une adaptation, comme on l'a dit, donc qui se rapproche beaucoup plus du roman de Mary Shelley. Et donc, c'est pour cela qu'on est aussi sur la banquise et qu'il y a cette volonté de narration, donc de faire des flashbacks, puisque on arrive un peu sur un événement où on voit Victor Frankenstein, un peu faiblard, qui arrive donc à être sauvé par une équipe de marins qui était là par hasard. Évidemment, il y a des circonstances quand même qui sont assez bénéfiques pour lui, et il va devoir s'expliquer parce que un monstre est venu l'attaquer, a attaqué même entièrement le navire, et qui peut carrément même faire basculer le navire. Donc il faut qu'il s'explique, entre guillemets. Il a une histoire à raconter, et il explique son histoire de bout en bout, puisque on va suivre Frankenstein, donc le docteur de son enfance, à donc ses expériences récentes et ses conclusions, entre guillemets, ce qu'il en arrive un peu à découler. Et je sais que toi aussi, Lenny, ça t'a un peu décontenancé aussi ce rythme, puisque comme on l'a dit, donc en effet ça s'approche du roman par cet aspect-là, de vouloir expliquer Victor Frankenstein, donc le docteur en tant que tel, et de se rapprocher aussi par rapport à ses flashbacks. Mais en effet, il y a quand même des rapprochements au film de James Whale. Bah oui, parce que le film va avoir une forme de construction qu'il va vouloir en 2 parties, principalement. Je n'ai pas forcément détaillé plus que ça, mais à un certain moment de cette seconde partie, le film va essayer de raccrocher les wagons avec presque une demande de « Oh, Frankenstein aimerait bien avoir quelqu'un ». Frankenstein se sent un peu seul, et on a presque envie de dire que cette sensation, cette impression de narration fait très raccroché, alors qu'on n'a jamais eu, pour moi, de prémisse. Et c'en est un peu une tristesse, parce que visuellement, si je n'ai pas un gigantesque auto-recul comme tu l'as eu visuellement,
Je partage, mine de rien, cette tristesse parce qu'on sent, à mon sens, que c'est un film qui a été, j'ai presque envie de dire, terminé pour la plateforme. Parce que justement, ce regard de tout est trop lisse, tout est trop beau, le côté de la banquise, ça ne marche pas, c'est simple, c'est un film qui n'a pas eu encore, pour moi, de travail de colorimétrie. C'est un film auquel il manque, j'ai envie de dire, toute une partie de post-production, parce que, vu que c'est un film Netflix, il faut qu'il puisse convenir à tous les écrans. Et on parle pas juste d'écran de télé ou d'écran d'ordinateur, il faut qu'on puisse le voir sur votre écran de téléphone. Donc forcément, Del Toro, qui lui, d'habitude, adore jouer avec le côté un peu sombre, le côté lumière un peu tamisé, bah là, il se retrouve contraint, et même sur la banquise, on voit tout, on voit trop tout, alors que c'est un film qui a eu quand même eu 120 ce serait un produit Netflix en soi. C'est ça, alors que c'est un film qui a eu 120 millions de budget, que c'est, si je ne m'abuse, hors inflation, sans doute l'adaptation de Frankenstein qui a eu le plus gros budget, que ça fait partie également de ceux où Del Toro a eu le plus. Alors c'était Pacific Rim qui doit être encore en tête avec 200 millions, mais on voit qu'il y a eu plein d'idées, il y a plein d'envies. Je veux dire, le décor avec cette espèce de fresque géante de Méduse où dans la tour, voilà, la fameuse tour où il va créer la créature. Donc on peut y voir même une envie assez physique, assez pratique, parce qu'on a pu voir sur YouTube différents making-of où on voit qu'il y a des lieux véritablement comme le laboratoire qui ont été construits en vrai, en dur. Donc il y a une envie de choses concrètes, il y a une envie véritablement d'essayer de proposer un gros blockbuster, quelque chose de très très grand. Sauf que malheureusement, je pense que le film était peut-être un peu trop gros pour Del Toro. Je pense que ça fait partie de ces films où c'était le projet de sa vie. Que la figure est un peu trop, on va dire, assez grande pour lui, et qu'en fait, il s'est confronté à beaucoup plus grand en réalité. Je sais pas par rapport à la figure de Frankenstein. Je sais pas si c'était la figure de Frankenstein qui était trop grande, mais je sais que si je ne m'abuse, c'était un projet qu'il avait déjà en tête depuis les années 2000. Tout à fait, comme Pinocchio. Voilà, et qui justement, comme Pinocchio, était le projet rêvé, le projet qu'il a essayé de monter encore et encore et encore. Personne n'en voulait. Sauf que on a un peu vu ces dernières années que ça amenait rarement à des très grands chefs-d'œuvre. Le projet ultime d'un réalisateur, c'est souvent malheureusement une déception. Et là, j'ai presque l'impression que, à vouloir en mettre tellement, il s'est perdu, il sait plus trop quoi raconter. Lou, tout de même, le visionnage a été plus agréable que les compères, mais j'imagine aussi que tu as pas mal d'arguments par rapport à ce qui a été évoqué. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé les vrais décors, les décors en dur. Voilà. Moi, j'ai adoré. Je suis une grosse fan de décors, donc ça, il n'y a absolument aucun souci, j'ai adoré. Mais le mélange des décors artificiels et des décors en dur, j'ai trouvé qu'il y avait un trop gros décalage, et au visionnage, ça m'a vraiment... ça m'a fait un peu tiquer. Je trouvais que ça avait les décors artificiels faisaient vraiment comme un peu un jeu vidéo, je trouve. Ouais. Et ça qui me dérangeait, effectivement, je trouve que c'est trop lisse. Je trouve que c'est trop parfait. J'avais l'impression un peu de regarder genre un Assassin's Creed. Tu vois, genre l'image est parfaite et tout. Des vraies cinématiques. Voilà, ça donne envie, etc. Mais je trouve que c'est trop lisse. Et justement, quand on explore un mythe comme ça... Frankenstein n'est pas lisse, enfin, je veux dire, ça peut pas être une histoire où tout est lissé, tout est beau, tout est propre, etc. Donc ça m'a un peu dérangée. Après, par contre, on en parlait hors caméra, mais je trouve que t'évoquais que t'avais l'impression que c'était un peu steampunk. Je trouve quand même qu'il y a des codes du gothique, après, effectivement, mélangés quand même avec un peu steampunk, effectivement, dans la tour. Ouais, dans la tour, effectivement, l'espèce de gros entonnoir, etc. C'est pas très gothique. Mais non, je pense que le visionnage pour moi était moins désagréable que pour vous, ça c'est sûr. Sur 2h30 Sur 2h30. Par contre, oui, sur le rythme, effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, un film de 2h30, quand même, t'as le temps de creuser un petit peu plus l'histoire. Et je trouve que l'histoire, quand même, reste assez superficielle. On n'explore pas vraiment, du coup, les relations. Pareil, même le ressenti de Frankenstein, où il se dit, oui, je me sens seul, etc. En fait, ça reste très... très lisse, quoi, très sur la surface. On n'explore pas pourquoi vraiment il se sent seul, le décalage, etc. qu'il ressent. À la deuxième partie, du coup, c'est un peu plus évident. Mais je trouve quand même qu'il manque des éléments. Et sur 2h30, effectivement, je trouve que tu peux peut-être t'ennuyer un petit peu plus facilement que... c'était mieux rythmé, quoi. Oui. Avec plus de profondeur. Le gros problème, effectivement, qui fait ressentir la longueur, c'est que je trouve que les personnages sont vraiment pas bons, en fait. Et les interactions entre les personnages... Moi, j'y crois à peu de choses près jamais. Je crois pas du tout dans la relation entre Frankenstein et cette créature. Le basculement final de Frankenstein sort
quand même un peu de nulle part. Je crois encore moins à la relation entre Frankenstein et sa belle-sœur. Moi, je crois pas du tout à cette, donc qui est jouée par Mia Goth, je crois pas du tout à l'hypothèse d'une histoire entre eux. Résultat, en fait, on sait pas trop. Il est amoureux, il est pas amoureux. À un moment donné, on pense qu'il va jouer le jeu d'une espèce de triangle amoureux entre lui, la créature et elle. Et en fait, pas du tout. Je trouve que résultat, les comédiens sont pas forcément tous très bons. Je les trouve même plutôt pas très. Voilà, moi je trouve que Oscar Isaac, il est un peu faiblard. Il est un peu en mode un peu binaire. Il est ou très exalté ou il est fatigué avec la barbe. Mais c'est ça. Moi je trouve. Et effectivement, même Christophe Waltz, c'est un peu paumé. Même Christophe Waltz, il fait du Christophe Waltz. Donc, oui, c'est ça. Donc voilà, moi c'est l'autre gros problème, c'est que je trouve le film sans surprise. En fait, on a l'impression de choses qu'on a déjà vues ailleurs, y compris beaucoup chez Del Toro, parfois en mieux, beaucoup en mieux. Et effectivement, moi, en regardant le film, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Mais c'est un peu ça, en fait. Et effectivement, le film, comme disait Lou, le film n'a pas d'aspérité, le film n'a pas de... Même le côté, entre guillemets, monstrueux de la créature, on n'y croit pas. Bon, effectivement, il a pas de cheveux au départ, et puis il a une couleur bizarre, et puis il a une balafre, mais c'est pas très. À deux doigts, tu me décris, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, mais t'as pas joué dans Prometheus, toi? Pas encore. Non, c'est vrai qu'il ressemble aux ingénieurs de Prometheus, je trouve. Voilà, avec une couleur. Le côté très bleuté, ouais. Avec un code couleur un peu différent et qui se serait coupé en se rasant, mais. Ouais. Mais voilà, je trouve le film effectivement comme ça, ce qui fait que le film, je trouve pas très intéressant. Le film ne semble pas apporter grand-chose sur un mythe qui a déjà été beaucoup creusé et beaucoup travaillé, en fait. Puis pareil, on n'a aucune empathie pour les personnages, quoi. On s'en fout littéralement de qui vit, qui meurt. Enfin, on s'en fiche, quoi. Ouais, même la créature. Mais oui, c'est ça, ça nous passe vraiment dessus. Enfin, Del Toro, il n'arrive pas à nous créer un lien avec les personnages, alors que d'habitude, il arrive à le faire. Et on a vraiment de la sympathie pour eux. Et puis, on est triste, quoi. Mais là, on s'en fout. Voilà, donc pareil, j'étais hyper déçue. Enfin, je voyais les personnages, j'étais en mode, mais je m'en fiche complètement d'eux, quoi. Il y a un vrai problème d'écriture de toute façon dans ce film, parce que bon, comme on l'a dit, donc la première partie est assez littérale par rapport au roman, donc de vouloir représenter, même si la tour, c'est tout à fait évidemment les films avec le côté is alive, avec l'électricité, etc. C'est inventé par les films, hein, on le rappelle, mais il va aussi donc pousser un petit peu le curseur dans l'inventivité, mais très peu, hein, puisque un autre personnage est aussi assez factice, c'est le personnage de Christophe Waltz, comme on l'a développé, qui est cette sorte de financier un peu véreux qui se fait de la fortune sur la guerre et qui va donc, comme on le comprend, avoir des raisons de financer ce projet sur la mort et qui donc peut ressembler un petit peu à du Docteur Pretorius, comme on avait dans La fiancée de Frankenstein de James Whale, qu'il va fusionner donc avec le roman de Mary Shelley, mais de telle sorte à ce que des fois on sent une incompatibilité qui c'est pas forcément évident, je trouve, cette volonté, comme tu l'avais dit Lenny, je crois dans le making of, il le dit ouvertement qu'il voulait fusionner le roman et le film. Oui, si j'en ai vu, c'était véritablement cette envie là-dessus d'avoir Frankenstein et la fiancée de Frankenstein et d'en faire une espèce de fusion d'un mix que le film essaye de faire à plusieurs endroits, mais on a cette espèce de sensation que ces deux films deux livres qu'on a essayé de recoller ensemble par les pages pour essayer d'en faire un plus gros. En espérant que c'est compatible, quoi. Ouais, mais ça fonctionne pas. En fait, juste on passe d'une histoire à l'autre et au final, ça joue plus sur des incohérences qu'autre chose. Comme tu l'as précisé tout à l'heure, donc il y a cette histoire donc de la fiancée qu'il souhaite. Alors en effet, c'est dans le roman. Il y a cette histoire de compagne qu'il souhaite absolument, mais c'est amené de telle sorte parce que en fait, Victor Frankenstein, on suit davantage ce personnage-là et la créature, on la suit moins dans le roman. Et cette fois, plutôt dans cette deuxième partie de film, en effet, dans la volonté de parler de la version de la créature, il utilise la scène de la fiancée de Frankenstein, donc d'utiliser la scène de l'aveugle. Donc cet ami qu'il va avoir, cette connexion infinie quasiment entre ces deux personnages qui vont se comprendre et qui vont même s'aimer littéralement jusqu'au boutiste, hein, puisque dans la fiancée de Frankenstein, on rappelle quand même que l'aveugle fait une prière à Dieu en remerciant même Dieu d'avoir amené un être cher qui va l'accompagner pour la suite. Donc bon, on comprend les analogies évidemment de James Whale derrière. Ici, qui est un peu dénaturé d'ailleurs par Del Toro, je trouve, à mon sens. Et ensuite, donc cette péripétie en soi
on revient sur le roman, puisque ça c'est une scène complètement du film qui a été reprise, on revient sur le roman avec cette volonté de une compagne. Il veut une compagne, il veut une fiancée, et du coup tout se précipite un petit peu pour essayer d'arriver à cette fin, à cette conclusion entre le docteur et la créature. Ouais, je trouve qu'en fait, ça arrive super vite. Il dit qu'il se sent seul, il trouve un ami et directement après, il veut une fiancée. Il n'y a pas de développement, il peut dire je vois des relations amoureuses autour de moi, j'ai envie de connaître l'amour, etc. C'est vraiment juste je me sens seul, une fiancée, je crois que c'est bien. Oui. Et je trouve ça hyper dommage parce que il aurait pu vraiment avoir genre une belle connexion entre du coup la belle-sœur et la créature, parce que on voit l'intérêt de la belle-sœur, qu'elle a un attrait pour l'étrange, etc., qu'elle-même elle se sent pas forcément à sa place dans ce monde, etc. Et je trouve que ça aurait pu être super cool dans la narration de développer ça, et vraiment il est passé à côté. Il avait je m'en fous, vraiment c'est pas mon problème. Semi-développé ça, on va dire. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça super dommage, mais par contre je voudrais revenir sur un truc qui n'a rien à voir, mais je trouve que le travail par contre des prothèses de la créature de Jacob Elordi est super, vraiment. Bon, moi je trouve ça super. Non mais t'as le droit, vous avez pas l'air d'accord, mais moi je trouve que vraiment j'ai bien aimé les prothèses. Voilà. C'est les goûts, les couleurs. Hein, les goûts, les couleurs. Enfin, quelqu'un qui aime bien les chauves, quoi, merde. Non, puis j'aime bien, il se laisse pousser les cheveux à un moment, c'est sympa. Il a les petits cheveux wavy et tout. Mais non, je trouve que en soi, l'apparence de la créature est un peu trop lissée. Attention. Oui. Il aurait pu être plus balafré. Ou plus horrifique, entre guillemets. Ouais, plus horrifique, peut-être. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même un certain travail. Et je tiens à souligner ce travail. Bah, écoute, c'est évidemment un travail qui a été de toute façon souligné par Del Toro. Quelqu'un a souhaité potentiellement faire un dernier petit mot sur le film? C'est assez triste, mine de rien, parce qu'il y a eu beaucoup ce retour de pas mal de critiques qui disaient que c'est à ça que sert Netflix. C'est à filer du pognon à des artistes pour faire leur projet de rêve. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, je suis pas sûr que ce soit là où ça mérite ce genre de film, parce que au final on se retrouve avec un projet pour moi qui est tellement gros, je sais pas du tout, je suis pas dans le secret de la pré-production, de la production, je sais pas à quel point Netflix a été, présent ou a dirigé ou non Del Toro. Mais du peu qu'on en sait, visiblement, c'est rarement le cas. Ils laissent plutôt les artistes faire un peu ce qu'ils veulent. Et je pense véritablement que le laisser autant libre, à mon avis, ça a peut-être été véritablement le côté se tirer une balle dans le pied, parce que comme on l'a dit et on l'a répété, il y a trop d'idées, il y a trop de choses, il y avait sans doute peut-être trop d'envie de sa part. Et du coup, au final, on se retrouve avec un film qui essaie tellement de faire que on dit que peut-être une série, ça aurait été mieux. Après, en contre-argument, je me permets tout de même, c'est que quand on voit les projets comme le Cabinet des Curiosités, qui reste plutôt honnête, entre guillemets, pour une série, et Pinocchio, qu'il avait fait, qui reste pour moi l'un de ses meilleurs films, on peut aussi voir l'autre pendant, quoi, qui permet quand même à ces artistes comme Del Toro de concrétiser leurs idées. En effet, là, il y a une idée sur les deux qu'il voulait faire depuis un certain moment, qui paraît quand même plus légitime que l'autre. Ça, je pense que vous l'avez compris au fil de nos critiques sur Frankenstein, mais ça reste évidemment un film qu'on vous laisse découvrir, donc pour l'unique fois sur Netflix. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et donc pour continuer autour de Del Toro, on vous propose une analyse d'un autre film, un autre remake entre guillemets qu'il avait un peu remanié à sa sauce. C'est La Forme de l'eau, un Del Toro en plus qui avait été très apprécié, qui a eu pas mal d'Oscars évidemment, qui avait fait parler à l'époque, Oscar du meilleur film il me semble même, Seb. C'est vraiment la reconnaissance très grand public on va dire de Del Toro, qui jusque là avait ou des films qui avaient une forme de succès critique, le Labyrinthe de Pan notamment, qui avait été à Cannes, etc. Où effectivement, de toute façon, il a toujours oscillé entre des projets indépendants et des projets effectivement plus studios, Pacific Rim, Hellboy, mais qui n'ont jamais été des très très gros cartons, ni Pacific Rim, ni Hellboy, ni Avant Mimic, ni même Son Blade, ont été des cartons de box-office. Donc c'est vrai que là, effectivement, La Forme de l'eau, ça a été une vraie révélation, on va dire, pour beaucoup, le vrai truc grand public à Hollywood. Voilà, c'est aussi un cinéaste mexicain, Guillermo del Toro, qui a travaillé en Espagne, qui a travaillé beaucoup aux États-Unis, donc qui navigue entre les différents pays. Et c'est vrai que c'est un cinéaste en plus qui est un cinéaste extrêmement cinéphile,
qui porte, on va dire, cette cinéphilie dans son cinéma, son amour des univers imaginaires, du cinéma, mais de la littérature aussi fantastique. Donc c'est un grand amoureux, on va dire, de cette forme imaginaire. C'est vrai que là, avec La Forme de l'eau, il y avait cette idée de remaker, ou en tout cas de prêter hommage à donc la créature du lac noir de Jack Arnold, dont on nous a parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec L'homme qui rétrécit. Tout à fait. Et donc là, sauf que effectivement là, il se réapproprie, j'ai envie de dire, le mythe. Il fait pas un remake littéral, même si le film est inclus dans les années 50 et dans ces années de guerre froide et de positionnement politique. Effectivement, il l'emmène ailleurs, il se l'approprie effectivement autrement. Et voilà, mais je vais laisser mes camarades parler parce que, en effet, spécifiquement du film. Comme tu l'as dit, donc c'est un hommage assumé à l'étrange créature du lac noir. Alors cette fois-ci, c'est vrai que c'est plus intelligent, on peut le dire, dans le sens où il décale quand même cette inspiration qu'il a du film original pour en faire vraiment une œuvre originale aussi, totalement de tous bords, et qui va même proposer certaines délimitations et même de l'audace en fait dans son propos. Il va aller jusqu'au bout aussi de cette sensualité entre guillemets entre le monstre et le personnage principal, et il va avoir aussi un propos sur entre guillemets ceux qui sont opprimés dans ce contexte aussi de guerre froide, mais pas que, hein, c'est tout aussi, enfin c'est vraiment les marginaux qui sont représentés et qui sont mis en avant dans ce film, et c'est aussi ça l'audace qui était appréciée par le côté politique et social de Guillermo del Toro sur ce film. Lou, que tu apprécies particulièrement, puisque tu avais dit, que je me rappelle quand on allait parler du film, ah ouais, trop bien, c'est super, j'adore Del Toro et La Forme de l'eau, c'est tout, voilà. Oui, effectivement, c'est un de mes films préférés. Quand je l'ai regardé, vraiment, j'ai pris une baffe énorme. Ça a vraiment été un coup de cœur immédiat. Je trouve que le film est d'une beauté et d'une justesse folle. Je trouve que vraiment ça évoque des sujets qui peuvent des fois être un peu malmenés, je trouve, au cinéma, qui sont pas forcément traités avec justesse, qui tombent dans le cliché, etc. Ou alors avec de l'opportunisme sur voilà, certains à côté. Et là, je trouve que non, vraiment, je trouve que c'est juste et c'est fin, et c'est dire les oppressions, etc., mais pas mettre les pieds dans le plat. Et je trouve que ça a amené d'une manière qui est hyper agréable et qui amène à réfléchir dans le film et après le film. Et je trouve que c'est un film absolument génial et beau dans son scénario, mais aussi beau visuellement. C'est, je crois, un des plus beaux films que j'ai vus au niveau des décors. Encore les décors. Encore. Mais vraiment, ça... Qui sont un peu steampunk. Je sais que t'aimes pas. Non, mais je trouve que les décors mettent en avant le film, en fait. Enfin, je trouve que vraiment ça appuie, et toute l'ambiance du film appuie le propos, et je trouve ça absolument génial aussi. Et Lenny, justement, par rapport à la photo du film, il y a un vrai travail sur la colorimétrie et sur donc ce jeu de couleurs qu'on peut voir dans le film. Ouais, parce que bon... même si on a été assez critique sur ce domaine-là pour Frankenstein, je veux dire que la photographie et la couleur dans un film de Del Toro c'est réussi, c'est souvent comme dire que le ciel est bleu ou que l'herbe est verte. Ça dépasse rarement le constat. Cependant, pour La Forme de l'eau, son directeur artistique et Del Toro lui-même ont pensé la couleur, mine de rien, de façon très très minutieuse. Le vert, déjà, il déborde de tout le film. Il semble même omniprésent au premier abord. Les murs, les vêtements, les tartes immondes et les gelées vertes, tout doit l'être. Parce que le vert ici, c'est le status quo, la normalité. Le voisin d'Elisa, Giles, il sera même confronté, se forçant à bouffer des tartes vertes. Et au moment où il va essayer de changer, il fera face malheureusement que au rejet et à l'humiliation. Le vert, c'est également la couleur que déteste le personnage du colonel Strickland. Se comparant lui à Samson, il se voit en jaune. Couleur divine que sa femme et son fils portent. Cependant, il n'arrivera pas à échapper à la normalité. Les murs de la maison, la couleur de sa voiture, les bonbons qu'il mange, le forcent à rester lié au vert. Alors que le personnage d'Elisa, lui, elle s'en échappera. Présentée dans sa routine, elle recherche malgré tout plus, symbolisé par des chaussures rouges. En quête d'amour, c'est le sang que Strickland perdra qui la conduira à trouver la créature. Plus leur relation évoluera, plus elle portera du rouge. Un serre-tête, des chaussures, avant de finir le film enveloppé de son manteau. En somme, les couleurs, ici, c'est pas juste un décor ou une ambiance. Elles parlent, changent et offrent plus qu'elles ne semblent montrer au premier abord.
Et mine de rien, c'est pas pour rien que Del Toro est souvent hautement considéré, parce que je veux dire, utiliser les couleurs pour faire autant parler, et notamment un personnage muet, c'est quand même plutôt malin. Oui, et c'est vrai que là-dessus, il y a de l'audace aussi dans le film par sa mise en scène, par sa volonté d'aller jusqu'au bout, en effet, dans les couleurs, puisque ça peut rester quand même assez cliché, mais manichéen entre guillemets dans un sens, mais c'est la volonté de Del Toro et c'est assumé tel quel que comme on le voit sur la fin du film d'ailleurs, même par rapport à la créature et à la relation que le personnage principal Elisa peut avoir avec la créature, il va aller jusqu'au bout de ce propos et c'est ça qui est aussi appréciable avec cette relation entre la créature et elle, c'est que on sent aussi une certaine et véritable humanité que Del Toro voulait présenter, puisque c'est vrai que ça reste assez inédit cette façon de faire aussi de sa part, de présenter aussi ça comme une sensualité entre les deux personnages. C'est vrai que c'est pas forcément un thème qu'il est le plus habitué à mettre en scène, forcément. Et là, il le prend par un prisme qui est très simple, mais qui peut être très très compliqué. C'est littéralement deux personnages qui ne peuvent pas communiquer, qui peuvent littéralement pas parler et ne peuvent essayer que d'essayer de se comprendre, que d'essayer de vaguement faire des gestes et petit à petit apprendre à s'apprivoiser. Et c'est d'une poésie assez impressionnante parce que justement, ce manichéisme va permettre du coup une opposition assez crasse du coup avec le personnage du général qui lui va être dans une forme de brutalité, qui lui ironiquement va, j'ai presque envie de dire, le patronat aussi entre guillemets. C'est ça, mais va rechercher et va désirer d'une certaine façon, il le dit littéralement, le silence, chose que il essaye d'imposer de façon brutale. Parce qu'en même temps, c'est un personnage, comme on l'a dit, donc le patronat, entre guillemets, qui doit donc donner des ordres et qui, par sa parole, doit obliger aussi à assouvir un peu sa puissance. Oui, et qui va littéralement même être explicitement, dès le début du film, puni et se retrouver à petit pourrir. Parce qu'au final, c'est le symbole de cette main et ses doigts qu'il a perdus, qui vont évidemment permettre d'avancer au niveau du scénario, c'est pas mal d'éléments, mais c'est littéralement quelque chose qu'il transporte. Et on a presque, j'ai envie de dire, une explication, une simplification au-delà de l'espèce de déchéance qu'il va vivre, que je pense que les petits bonbons et les cachetons qui doivent aider doivent, à mon avis, peut-être accentuer une forme d'énervement du personnage. Et de monstruosité véritable, encore une fois. Oui. Surtout quand il se retrouve confronté visiblement à un dieu en face de lui. Bah non, moi j'ai pas grand chose à rajouter, je suis assez d'accord avec... Super super ce que vous dites. Je suis assez d'accord avec Lou sur le fait que le film est très fin et très beau et que effectivement les décors accentuent cette belle histoire. Ah, t'es pas d'accord sur le patronat ? Si, je suis aussi d'accord sur le patronat, mais je m'en fous. Voilà, je me permets de le dire. Ça marche. Et peut-être que un peu trop politisé, tout ça, non, je sais pas. Moi, la politique... Ouais, never. Moi, non, je suis apolitique, les gars. Je dois vous le dire. Oui, voilà. C'était la phrase la plus de droite que tu pouvais dire. Non, mais peut-être que justement, parce que j'ai pas non plus vu énormément de films de Guillermo del Toro, et peut-être que c'est pour ça que j'ai aussi autant été déçue par Frankenstein, parce que justement je trouve que c'est ultra bourru, etc. Alors que justement La Forme de l'eau c'est tellement fin, tellement beau visuellement, que quand j'ai vu Frankenstein, j'étais tellement déçue, parce que je me suis dit mais attends, c'est pas ce que... au cinéma auquel je suis habituée avec Del Toro. D'avoir ce génie visuel dans La Forme de l'eau et d'arriver à ce lissage comme tu avais dit tout à l'heure. Oui, c'est ça, genre, un truc hyper, hyper mainstream. Ouais. Et voilà, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été aussi déçue, c'est parce que j'ai commencé par La Forme de l'eau et que peut-être c'est son plus beau film en fait. Je suis d'accord, le premier film de Guillermo del Toro que j'ai vu c'est effectivement aussi La Forme de l'eau, et du coup quand tu passes après à Frankenstein, t'es en mode ouais. C'est en fait tu sais pas lequel est le vrai Guillermo del Toro, s'il a eu un éclair de génie sur La Forme de l'eau ou si c'est juste sa base Frankenstein. Un mec lambda en fait. Je vous rassure quand même, il y a eu Pinocchio juste avant quand même où il a bien réussi tout de même. Si jamais vous ne l'avez pas découvert aussi en auditeur, je vous laisse découvrir quand même ce petit chef-d'œuvre à mon sens tout de même, où là on retrouve son génie sur aussi sa narration, parce que Pinocchio c'est beaucoup plus sur la narration aussi qu'il arrive à briller, on va dire. Et c'est vrai que La Forme de l'eau, comme on l'a dit, donc c'est un film qui arrive à représenter et cristalliser parfaitement, visuellement, ce que Del Toro peut proposer, en tout cas avec ses monstres, ce qu'il arrive aussi intelligemment donc à reprendre et à assimiler donc aussi dans une certaine modernité, parce que même si on est dans les années 50-60 par rapport à la guerre froide, le propos est plus qu'actuel, on a envie de dire. Donc La Forme de l'eau, c'est évidemment l'un de ses chefs-d'œuvre.
chef-d'œuvre qu'on vous laisse redécouvrir, évidemment, peut-être après Frankenstein, si vous avez aussi cette déception. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre écoute dont on n'est pas filmé. Merci aux chroniqueurs, chroniqueuses autour de cette table. Merci aux Roman pour cette émission. Et bah de rien. J'ai été très de droite aujourd'hui, ça ne m'a pas rendue heureuse, sachez-le. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui. Merci beaucoup Lou, qui a été très de gauche, contrairement... comme toujours. Voilà, là-dessus tu ne changes pas. Jamais. Merci beaucoup Lenny, évidemment. Écoute, un plaisir, je sens que ça va être long, mine de rien de dérocher tout ça avec tout ce qui a été dit de droite que je vais devoir couper au montage. Ah bah non, garde, il faut la vérité. On va se faire censurer, c'est mort. Il faut donner... Bon, je pense qu'avec ce qu'elle a dit, on va pas trop se faire censurer. Ça va, t'inquiète. Il y a pire aujourd'hui. Si on censurait la droite, ça serait... Ah ouais, sûr. On ne peut plus rien rire. Merci Seb aussi pour ces magnifiques commentaires. Ces références. Merci Marion à la régie, évidemment. Avec plaisir, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et puis, on vous remercie évidemment pour votre écoute. On est toujours sur lastationb.fr. Nous sommes sur YouTube où vous pouvez voir nos petits visages, si vous le souhaitez, avec des illustrations des films qu'on vous présente. Nous sommes aussi sur TikTok, Instagram et Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission dont n'est pas filmé. Cet entretien sera intégralement pas filmé.